Bonsoir. Eh bien, écoutez, nouvelle émission de La Parole au Peuple ce soir. Je serai en présence de Éric Lemaire, qui est mon acolyte, vous le savez, tous les mardis soirs, pour présenter cette émission. Bonsoir, Bernard. Éric. Bonsoir. Ah, mais toi, tu as mis une cravate rouge ce soir. Oui, oui, Donc, c'est en l'honneur de notre invité. c'est bien. Eh bien, écoute, Éric, ce soir, comme invité principal, l'émission va se composer en deux temps, comme d'habitude. La première partie, nous allons accueillir Alexis Poulain, qui va nous donner la solution pour nous débarrasser de M. Macron et de ce système. Et puis, la deuxième partie, nous accueillerons des personnes de l'association L'Alliance du Peuple qui se présenteront à vous et qui vous parleront notamment des projets que nous avons au sein de l'Alliance. Donc, on va accueillir tout de suite Alexis Poulain. Bonsoir Alexis Poulain. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez sur notre chaîne. Donc, on sait que vous êtes quelqu'un d'assez connu, notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez nous en parler, on va découvrir votre chaîne. En tout cas, on vous a demandé de venir participer à notre émission ce soir pour voir, vous, à votre méthode à vous, comment nous pourrions éventuellement changer les choses. Et donc, on va en parler avec Éric Lemaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que selon un sondage, aujourd'hui, on a 10% des Français qui rêvent de changer de vie et seulement, il n'y a que 15% qui vraiment sautent le pas pour essayer de changer de vie, de paradigme, enfin de société. Autant dire que pour repartir à zéro, réécrire une page blanche et se dire, eh bien, on part sur de nouveaux horizons, on va se prouver quelque chose, on va essayer de changer ce système, on va essayer de rechercher un nouveau bonheur, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Français vivent heureux. On fera un bilan, d'ailleurs, on peut essayer de faire un bilan de son passé, choisir le futur. Les raisons de vouloir changer de vie aujourd'hui sont absolument nombreuses. Et la belle nouvelle, en tout cas la bonne nouvelle que nous avons, c'est que nous pouvons y arriver probablement si demain l'ensemble des Français s'engageaient à vouloir changer au fond notre façon de vivre. Alors, nous vous proposerons une solution pour trouver de nouveaux objectifs. Ce sera de faire un bilan, choisir le futur que vous auriez souhaité. Et en tout cas, on vous le proposera en deuxième partie d'émission, puisque nous aurons des personnes qui viendront vous présenter des projets et qui nous permettront peut-être de changer d'une façon radicale notre mode de vie actuellement. Alors, il y a une autre méthode aussi, c'est de changer petit à petit. Enfin, on verra bien ce que on va vous proposer après en deuxième partie de l'émission. Parce qu'effectivement, on n'a jamais, jusqu'à maintenant, vraiment choisi la vie que nous menions, que nous avons envie de mener aujourd'hui. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ne sont pas, franchement, très, très heureuses de vivre de la manière qu'elles ont aujourd'hui. La famille compliquée, la vie de travail compliquée, les impôts, enfin, on n'est pas heureux. On n'est pas véritablement heureux. Et c'est pour cette raison qu'il y a une grande, grande majorité aujourd'hui de personnes qui aimeraient changer ce mode de vie dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors ce soir, nous avons Alexis Poulain qui est avec nous. Donc merci d'être avec nous, Alexis. Alors la grande question, c'est peut-on changer notre façon de vivre? Peut-on changer le système dans lequel nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a véritablement une solution? Oui, alors on peut changer le système, évidemment. Il est même souhaitable qu'on le change le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on voit de toute façon que les initiatives se multiplient pour éviter la catastrophe annoncée, c'est-à-dire une planète dans un océan de vide avec des ressources finies, mais il faudrait toujours plus de croissance, de profit, toujours plus pour créer de l'activité avec des bouches à nourrir qui sont extrêmement nombreuses et qui, malgré les progrès en termes d'agriculture, de productivité, en termes de tout, on est quand même au XXIe siècle avec des famines, avec des guerres, avec encore des enfants qui meurent, des situations catastrophiques, des gens qui ne peuvent pas se loger. L'humain, finalement, reste quand même assez soumis à ses passions et à ses pulsions. Mais on voit qu'il y a des gens qui réfléchissent sur cette façon de sortir un peu ou d'essayer d'aller au-delà.
Et je pense que la violence qu'on a vue à Sainte-Soline contre les écoterroristes, comme les appelle Gérald Darmanin, je crois que c'est la peur aujourd'hui des tenants d'un système à bout de souffle de voir que les initiatives sont en train de se mettre en place. Alors, on aime ou on n'aime pas les zones à défendre, mais une zone à défendre, c'est quoi? C'est des gens qui refusent la société telle qu'elle est imposée, c'est-à-dire un monde productiviste, clos, tenu par l'horaire, tenu par le travail pour le profit, pour pouvoir ensuite acheter et consommer, un monde qui sort de la consommation et de la production, ou du moins qui va devenir dans un cercle court, un cycle court de la production raisonnée. Et les alternatives sont nombreuses, et il y a beaucoup aujourd'hui d'alternatives qui sont en train de se mettre en place. J'ai des exemples sous les yeux de jeunes qui sortent de Polytechnique et au lieu d'aller travailler dans l'industrie française de l'armement ou autre, préfèrent monter des fermes bio et durables parce que c'est pour eux un mode de vie. Donc les gens, aujourd'hui, certains déjà font le pas de côté pour changer de mode de vie et arriver à autre chose. Et la violence de l'État à Sainte-Soline montre la fébrilité aussi de l'État devant ce qui se passe en fait, c'est-à-dire une démission. Alors c'est pas une grande démission, mais c'est quand même un petit mouvement, un cycle. David Graeber parlait, lui, de l'âge des révolutions. Quand on a des élites aussi déconnectées, c'est qu'on est dans l'âge des révolutions. C'est à peu près tout le temps pareil, quelles que soient les civilisations. Aujourd'hui, on les voit, les élites, elles sont au-delà de la déconnexion. Ça devient carrément du gonzo, on ne comprend plus. C'est deux mondes qui ne se parlent plus et ça devient critique. Et pourtant, les initiatives et les alternatives existent. Et c'est ça qui fait peur à ceux qui tiennent aujourd'hui, de voir ces alternatives. Il y a un thème qui est rarement abordé et qui pourtant est central, c'est celui de la monnaie, par exemple. La monnaie, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est la dédollarisation du monde. Le dollar, qui est une monnaie dette mondiale, qui commence à montrer des signes de fatigue, faillites bancaires nombreuses aux États-Unis, guerre provoquée partout aux quatre coins du monde pour assurer la survivance de cette valeur refuge qu'est le dollar, encore, mais pas pour longtemps peut-être. Et la monnaie, c'est vraiment ce qui peut changer la donne. Et nous, en Europe, on est très mal barrés, excusez-moi du terme, puisqu'on a l'euro, une monnaie virtuelle difficile à tenir, puisque dans la zone euro, on a des pays qui n'ont rien à voir. L'inflation l'a montré. Et si on continue un peu plus loin, l'euro numérique ne va pas aider. Alors peut-être qu'il permettra d'ajuster en fonction des zones. Mais la monnaie, ça va vraiment être un des thèmes majeurs de ce siècle, tout comme le logement, tout comme le système de production. Et ça, c'est toujours des choses qui sont mises un peu loin. Parce qu'on est tenu par la mondialisation, parce qu'on est tenu par ce cycle de production-consommation, surproduction et surconsommation. Et à partir du moment où on commence à en sortir, à partir du moment où on voit les limites de ce système, et je pense que le Covid aussi a montré ses limites avec la tentation totalitaire de toutes les démocraties libérales, on a envie d'en sortir. Et c'est ce qui se passe actuellement, un grand mouvement, alors encore résiduel, c'est des petites rivières, mais visibles, audibles, et qui commence à faire école. Et voilà, moi je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron est anachronique, il est archaïque. C'est le dernier président, je pense, de la 5e. Je ne sais pas s'il en a conscience, mais ce qui va se passer, c'est une révolution citoyenne. Et une révolution, ça ne veut pas dire de la poudre, du canon et des morts. Ça veut simplement dire qu'on change complètement de système. Et ça va être à la fois les institutions, mais comme je le disais à l'instant, la monnaie. Et je pense aussi, et là, d'autres économistes me rejoindront, que l'euro n'a pas d'avenir compte tenu des turbulences que les marchés financiers vont vivre dans les mois qui viennent. Ça veut dire que s'il n'y a plus l'euro, on remplace par quoi, Alexis? On remplace par ce que je disais, des monnaies locales. On va faire d'abord essayer de retrouver cette territorialité, de dire la production et la consommation peut se faire au local pour répondre à tous les besoins. On n'a peut-être pas besoin, évidemment, une fois qu'on a un ordinateur, d'en avoir 10, une fois qu'on a une voiture, d'en avoir 2. La télé, on n'en a plus besoin, ça c'est sûr. Et donc, tout va venir en fait de ça. Alors après, évidemment, il y a des infrastructures essentielles, l'énergie notamment, l'eau, et ça, l'État a un peu démissionné. Or, si on veut assurer justement cette société du localisme, mais au sens large, il faut des infrastructures qui sont plus globales et qui sont entretenues et qui sont pour le bien commun. Le marché, en fait, et d'ailleurs l'Europe a montré tous ses défauts, avec le prix de l'énergie notamment,
le marché ne peut pas répondre à tout, et notamment en termes de secteur stratégique. Et donc, l'énergie va être un secteur stratégique. Et si l'État doit servir à quelque chose, c'est notamment à ça, assurer les secteurs stratégiques, assurer la sécurité, bien sûr, mais surtout assurer la capacité d'un État à être indépendant et d'assurer cette indépendance à ses habitants. Or, aujourd'hui, tout ce qui est fait va à l'inverse, en réalité, puisque l'interdépendance ne fait que grandir. Le projet européen est celui d'une sorte de fédération sans qu'on ait les outils de cette fédération, puisque nous sommes dépendants pour beaucoup de technologies chinoises ou américaines. Et donc, il y a la question, bien sûr, de la technologie. Donc, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple. Une fois l'euro fini, il y aura des monnaies qui vont se faire de toute façon. Et puis, reste à savoir quelle sera la monnaie d'échange globale après le dollar aussi, sachant que le dollar sait quand même très bien se réinventer au gré des crises successives. Tu es d'accord avec ça, Eric, toi? Changement de monnaie? Tout à fait, oui. Moi, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Lorsque la monnaie, ça sert à gérer les écarts de productivité entre les régions. Et l'Europe est clairement un ensemble trop grand. Il n'y a pas de compensation par la fiscalité. Et donc, par définition, la monnaie ne peut que nous mettre dans le mur. Donc, c'est absolument évident que l'euro tel qu'il est construit, il a aucune chance de survivre. De la même façon que construire un marché de l'énergie, c'est le truc le plus idiot qu'ils puissent s'imaginer, puisque un marché suppose la concurrence. Dans l'énergie, il n'y a pas de concurrence. Moi, dans mon coin, il y a une centrale. Et donc, il n'y a pas de concurrence. Donc, vouloir décider qu'il y a des prix, c'est juste encourager la spéculation. C'est tout, point. Ça s'arrête là. Donc, tout ça, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est condamné. Mais moi, la question que je voudrais te poser, Alexis, c'est Alstom a été vendu à la découpe. EDF est en train d'être vendu à la découpe. Dassault, on essaie de le vendre à la découpe. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à arrêter ça, et toute initiative individuelle, moi, je suis d'accord qu'il y a une sécession de beaucoup de Français, en particulier dans les PME. Enfin, il y a beaucoup de choses où effectivement il y a une sécession, mais ça n'empêche pas l'État de prendre nos sous et de récompenser des gros intérêts privés avec. Quand est-ce qu'on va cristalliser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'il faut un changement d'élite politique, puisqu'aujourd'hui, on a affaire à des élites totalement inféodées aux intérêts américains pour la plupart. D'ailleurs, l'affaire McKinsey, c'est pas l'affaire McKinsey, c'est l'affaire de la mise sous tutelle d'un État, de l'État français en l'occurrence, par des cabinets de conseil anglo-saxons, américains, qui ont accès à toutes les données, y compris des données stratégiques, puisque McKinsey conseille également le ministère de la Défense. Et donc là, on a affaire à quelque chose de l'ordre de la colonisation, enfin de l'Empire romain. L'Empire arrive et donc va vous dire comment faire, comment organiser vos villes, organiser votre vie. Et donc, c'est la standardisation à la romaine, mais fait par McKinsey. Donc ça, déjà, se séparer des consultants de McKinsey qui font de la politique, et ils sont trop nombreux. Aujourd'hui, il y avait l'audition de François Fillon à l'Assemblée nationale. On le critiquait pour ses liens avec la Russie. Il a répondu en disant qu'il était une personne privée et que s'il voulait vendre des concombres sur la plage rouge, il pouvait le faire. Mais il a surtout rappelé que lui et Nicolas Sarkozy ont été mis sous écoute par la NSA pendant des années. La NSA, qui est le National Security Agency, l'organe d'intelligence des États-Unis, Angela Merkel également, Tony Blair, enfin les dirigeants européens sont totalement soumis aux intérêts américains. Il n'y a pas eu de coup de poing sur la table, il n'y a pas eu de détonation, il n'y a pas eu de rupture des liens diplomatiques avec les États-Unis parce qu'on a besoin du marché américain. Et donc cette colonisation, elle est là, elle est terrible, et c'est à ça qu'il faut répondre. Donc la première chose, pour éviter qu'on aille plus loin dans le démantèlement de ce qui reste de souveraineté, de petites poches de souveraineté, je ne parle pas de grand-chose non plus, c'est de virer les consultants de McKinsey, tous, quels qu'ils soient, les young leaders, tous, quels qu'ils soient, qu'ils ne soient plus dans le champ de la politique. La politique, c'est la chose commune, c'est le bien commun, et aujourd'hui, il faut mettre des élites souverainistes, nationalistes, c'est pas un gros mot, et responsables, notamment en ce qui concerne le bien commun, plutôt que leur carrière personnelle ou leur compte en banque. Donc ça, c'est la première chose, c'est le changement de classe politique, le changement de personnel politique, avec aussi un changement des règles du jeu, puisque la cinquième permet, en réalité, c'est une plutocratie, c'est l'argent qui fait le candidat,
Et c'est comme ça qu'on a un accident démocratique comme Emmanuel Macron, simplement parce qu'il est porté par les oligarques français. Alors, il ne faut pas les appeler comme ça, mais c'est des oligarques, hein. Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, ils sont milliardaires, ils ont des médias, ils ont des intérêts internationaux puisque leurs entreprises sont des multinationales, et ils choisissent un président qui va leur faciliter la tâche dans tous les pays où ils ont des intérêts. Et Macron, c'est précisément ce lobbyiste qu'il leur fallait, sauf que pour le peuple français, ce lobbyiste, c'est l'enfer. Et donc, voilà, si on veut défendre les intérêts populaires, si on veut défendre les intérêts nationaux, il faut changer de classe politique, puisqu'aujourd'hui, on a affaire uniquement à ce genre de profil, quasiment, hein, je dis pas uniquement, mais globalement, c'est quand même ce qui émerge le plus. Je suis très déçu, notamment par quelqu'un comme Olivier Marleix, qui avait sorti un très bon bouquin sur l'affaire Alstom, et qui, le moment venu, quand il aurait été question de mettre un coup au bulldozer Macron, eh bien, décide de, en responsabilité, ne pas voter la motion de censure. C'est pour moi incompréhensible. Oui, alors, est-ce que la solution, elle va passer par encore un parti politique, ou est-ce comme nous le soumettons aujourd'hui comme une solution potentielle, c'est celle de la création d'assemblées citoyennes dans toutes les communes qui pourraient remplacer nos 577 députés, qui pourraient aussi voter les lois, qui pourraient élire un gouvernement qui serait révocable. Est-ce que vous pensez qu'une solution comme ça, avec Poulain, c'est envisageable? Il est question ici de droit constitutionnel. Évidemment, il faut changer les règles du jeu. Après, quels sont les moyens de faire une démocratie plus fonctionnelle? Évidemment, je parlais du localisme tout à l'heure sur la façon de consommer, de produire local. La démocratie, c'est aussi une commune, c'est aussi un territoire. Plus on va s'éloigner, éloigner le citoyen du territoire, et l'Europe en est symptomatique, plus on va diluer en fait le fait démocratique qui devient simplement un mot vidé de tout sens. La Suisse a gardé les votations. C'est extrêmement important que les citoyens puissent être consultés sur tous les sujets à tout moment et puissent donner leur avis et voir que leur avis compte. En France, on a enlevé ça, le droit de vote est peau de chagrin en réalité. On a quelques grandes échéances qui ne servent finalement qu'à entretenir la machine des partis, qui devient une machine de rentier en fait. Hein, l'élection, c'est de la rente. Plus vous avez d'élus, plus vous avez d'argent public, plus vous pouvez continuer de faire campagne, etc., etc. Mais globalement, l'intérêt commun, il vous passe au-dessus de la tête ou très très loin. C'est pour ça qu'on voit tous ces jeux politiques de partis inexistants, Territoire et Progrès, enfin de micro-partis qui pourtant sont au pouvoir, mais qui sont là pour entretenir une rente. Et donc, oui, si on peut avoir des assemblées citoyennes, oui, mais ça veut dire qu'il faut revoir tout de fond en comble. Ça veut dire qu'on n'a plus de président de la République. Ça veut dire qu'on a un retour à un régime parlementaire. Ça veut dire qu'on a les référendums. Aujourd'hui, regardez, depuis 2005, de toute façon, le référendum, maintenant, c'est le bonbon qu'on met loin, loin, loin derrière dans la boulangerie pour dire, il y en a un là, mais c'est le dernier, mais bon, on va voir. Si t'es sage, t'en auras peut-être un, mais il n'y en a plus jamais. Même 2005, ce référendum a été volé. Je pense que c'est le moment où la majorité des Français politisés comprennent qu'on se fout de leur gueule, et depuis, c'est de pire en pire. On a eu Sarkozy, on a eu Hollande, et avec Macron, c'est la fin de ce système. Donc la reprise politique, elle passe par une repolitisation, elle passe par une démocratie directe, réelle, territoriale, encore une fois. C'est la clé, hein, vous savez, l'échelle est la clé. Pourquoi la nation est devenue un gros mot dans la bouche des leaders, des young leaders actuels? Parce que la nation les empêcherait de devenir ce qu'est devenu Macron, c'est-à-dire président de la République. Vous ne pouvez pas gouverner contre un peuple. Or, un peuple, c'est quelque chose qui est de l'ordre géographique, de l'ordre culturel, historique. C'est une construction lente, mais tout le monde sait finalement à quoi se rattacher. Quand on dit être français, on sait ce que ça veut dire, tous. Or, Macron, lui, être français, je crois qu'il a du mal avec ça. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a globalement, non pas une mésentente, mais un malentendu permanent et surtout une méconnaissance. On a affaire à des gens. Je rappelle les mots de Raphaël Glucksmann, député européen, hein, qui n'est pas du camp de Macron, qui est du camp de Place Publique, hein, qui disait « Je me sens plus chez moi à New York qu'à Clermont-Ferrand ». Voilà à qui on a affaire. Donc, c'est des gens qui ont
un désintérêt finalement de la chose nationale et pour qui la nation est forcément la chose qui va provoquer la guerre. Mais on n'a pas besoin de nation pour faire la guerre. On a Ursula von der Leyen, elle le fait très bien au nom de l'Europe. Donc la nation, c'est en réalité l'échelon politique qui permettrait justement de fédérer et les référendums devraient être bien sûr plus nombreux sur les lois sociales, mais sur les lois politiques. Une loi comme celle de la retraite, par exemple, rejetée par 80% quasiment de la population française, si Macron peut la passer, c'est parce que les institutions permettent ce genre de cascade, mais qui n'a rien de démocratique. On vit dans une démocratie de façade, hein, et je pense que de nombreux Français en ont conscience. Or, quelles sont les solutions qui sont les nôtres? Bah, aujourd'hui, ça reste ce droit de vote, qui est un droit de vote limité, encadré par une presse oligarchique qui va créer le candidat, qui va créer la demande, et donc avec une offre très limitée. Et au final, on se retrouve bien sûr avec toujours à peu près les mêmes pour voter pour la même politique, quel que soit le nom du parti. Il faut se rendre compte quand même que vous avez un plafond de verre. Quand vous regardez les souverainistes, quelqu'un comme Asselineau, l'UPR, ça fait des années qu'il existe, mais vous avez plein d'autres partis qui n'ont pas droit de citer dans les médias mainstream, qui n'ont pas le droit ou l'accès à la campagne, et de temps en temps, vous avez un candidat qui va avoir les signatures. Dupont-Aignan les a eues, par exemple, en 2022, pour avoir le droit de jouer, un peu comme à la machine à sous, à l'élection présidentielle, mais ça n'a aucun sens. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du temps long, de l'ordre aussi de la lutte culturelle, de la lutte de réarmement politique pour qu'à la fin, on comprenne que c'est pas ça la démocratie. Et donc, il y a un mensonge. Et une fois qu'on lève le mensonge, on peut commencer à travailler entre adultes sur les solutions et sur ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, avec les institutions, avec le personnel politique tel qu'il est, on est totalement coincé. Et la seule sortie, ça va être la grève générale, la démission générale, en fait, le fait de refuser de jouer avec des règles du jeu aussi pourries. Ce qui se passe un peu avec les casserolades en ce moment, ça ne peut que enfler. Je crois qu'à un moment, cette rupture, elle est consommée, et c'est juste de dire, écoutez, on veut plus jouer avec vous, vos règles sont pourries, vous gagnez à chaque fois, et en plus, c'est un jeu, j'ai plus envie de jouer. Donc, il suffit de dire aux Français, arrêtez de jouer parce que c'est un jeu, on vous prend pour des cons. Comme le bon Justement, excuse-moi Bernard. Oula, on l'a perdu. Tu as parlé de combat culturel. Est-ce que ça ne commence pas par là? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrive, avec les médias indépendants, à s'approcher de l'audience des médias mainstream? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'approcher de leur audience? Et comment est-ce qu'on peut échapper à la censure qui nous colle de plus en plus? Alors, c'est deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, évidemment, puisque j'ai Le Monde Moderne, qui est un média alternatif, indépendant, comme vous voulez, mais qui parle justement, qui fait un peu d'éducation aux médias mainstream notamment, pour comprendre comment est créée l'information, comment est invisibilisé finalement l'enjeu démocratique ou l'enjeu du moment, et comment est montée en sauce cette bulle politico-médiatique où on va faire croire que, par exemple, quelqu'un comme François Bayrou a une stature de présidentiable. C'est ridicule, mais c'est ce qui se passe dans le JDD à peu près un dimanche sur deux. Donc, il faut à un moment avoir conscience de ça. Et pour avoir conscience de ça, il faut donc lire chaque fois ces articles et comprendre comment, parce qu'ils parlent toujours aux mêmes, parce qu'ils les mettent en scène, parce que c'est un théâtre de guignol assez dysfonctionnel, ça peut fonctionner. Donc ça, c'est la propagande. Elle est tenue par des milliardaires puisque depuis Balladur, il y a eu des lois de financement et de propriété de la presse qui permettent à des chefs d'entreprise qui n'ont rien à voir avec le secteur des médias de devenir patron de presse. Et donc, c'est ce qui permet à Dassault d'avoir Le Figaro, à Xavier Niel d'avoir Le Monde, à Patrick Drahi d'avoir BFM et plein d'autres titres, et à LVMH Bernard Arnault, Saint Bernard Arnault, devrais-je dire, d'avoir Le Parisien pour l'aspect populiste et Les Échos pour l'aspect financier, et donc avoir tout le spectre de la propagande possible et imaginable pour expliquer que Macron est le meilleur président qu'on ait jamais connu et qu'il n'y a pas d'alternative. Une fois que vous savez ça, vous êtes coincé puisque non seulement ces milliardaires financent à perte ces médias, mais ils sont aidés par des aides d'État. Puisque telle qu'est faite la loi, pour qu'on ait une démocratie vivante, il faut une diversité et donc une pluralité de la presse, et donc il faut aider absolument les titres de presse. Or, ce qui est scandaleux, c'est que les titres qui reçoivent le plus d'aide sont les titres qui sont déjà propriétés de milliardaires et qui n'ont pas besoin d'aide, puisque si c'est leur choix et si c'est leur kiff d'avoir un média, bah, qu'ils le financent et qu'on ne le finance pas avec nos impôts. Et quand vous êtes un média indépendant, c'est la croix et la bannière pour avoir la commission de la carte et donc avoir des journalistes et donc avoir ensuite l'agrément média. D'ailleurs, François en a fait les frais, par exemple.
Deux, vous n'avez pas d'oligarque qui vous soutient puisque vous avez un discours anti-système et donc globalement, les tenants du système n'ont pas intérêt, ou alors vraiment ce serait qu'ils joueraient à trois bandes, mais pour le moment ils sont quand même assez prévisibles et assez grossiers dans leur façon de faire. Hein. Vous avez par exemple, c'est Kretinsky, un milliardaire tchèque, qui met en scène dans Franc-Tireur tout ce qu'on compte de sniper macroniste, de Christophe Barbier en passant par Enthoven. Bref, tout ça est ridicule. C'est 15 000 exemplaires par semaine, je crois, qu'il revendique de vente. Ça ne parle à personne, mais bon, avec l'argent, ça permet d'exister, de faire exister cette bulle. Donc, vous n'avez pas accès au financement public, vous n'avez pas accès au financement privé, ou très peu, donc vous ne tenez que sur l'audience. Et l'audience, c'est là où c'est intéressant, puisque je le fais en temps réel, c'est depuis que j'ai créé Le Monde Moderne, je vois la courbe d'audience ne faire qu'augmenter, sans publicité, de manière organique, simplement par le bouche à oreille, une fois que les gens comprennent, une fois que les gens découvrent qu'il existe une autre façon de s'informer, puisque je ne fais pas de fake news, je ne fais pas de complotisme, de conspirationnisme, quoi que ce soit, je suis inattaquable de ce côté-là, je lis la presse mainstream et j'explique pourquoi c'est aussi nul et pourquoi c'est rigolo. Et donc, à partir de là, vous êtes quand même informé, puisque voilà comment on parle. Je parle aussi de ce qui est, alors c'est ça qui est drôle dans la presse mainstream, c'est qu'il parle de tout. Et quand vous avez une affaire comme l'affaire Epstein, par exemple, ou des scandales énormes, ils en parlent, mais en 8e page, dans un encart, dans un quart de page. Et c'est là où je vais dénicher le truc et dire, ah tiens, c'est marrant, tiens, aujourd'hui, Challenge explique que ça s'est passé comme ça. Donc, ça aurait pu passer à l'as, mais si vous mettez la loupe dessus, tout de suite, vous voyez que ces médias font aussi du bon travail, mais que la rédaction et les jeux politiques au sein de la rédaction font que on ne met pas en couverture ce qui devrait être en couverture. Et une fois que vous faites ça, l'audience arrive. Les gens comprennent. Déjà, je pense qu'il y a eu une fatigue. La crise sanitaire a été terrible par rapport à ça. C'était vraiment le jour de la marmotte. Tous les jours la même chose, avec Jean Castex qui arrivait, avec le machin, avec allez la 8e vague, allez la 7e vague, allez la 3e dose, allez le machin. À la fin, les gens ont fait bon, merde, j'éteins, je me barre. Donc ça a permis de créer déjà un socle pour ce qui est des médias indépendants. Alors, évidemment, les tenants de la doxa nous appellent donc à cause de ça complotistes, anti-vax, ce que vous voulez, parce qu'on a dénoncé ce cirque en disant que ça n'avait aucun sens, ces chiffres n'avaient aucun sens, cette mise en scène n'avait aucun sens, et puis surtout, ce qui a été dit était des mensonges. Mais ça, attention, il faut maintenant le prouver, ça va être très long, même s'il y a de plus en plus de procédures qui se mettent en place. Et donc, l'audience est la clé. L'audience est la clé parce qu'à partir du moment où vous avez de l'audience, vous avez des abonnés qui sont prêts à payer pour ce travail-là, pour ce contenu-là, et donc vous achetez votre indépendance, enfin, vous l'achetez pas, mais vous créez votre indépendance par l'audience, puisque vous ne dépendez pas d'un milliardaire qui peut vous débrancher à tout moment ou vous interdire des sujets, ou vous ne dépendez pas d'argent public qui, là encore, peut choisir de ne pas renouveler la subvention d'une année sur l'autre. Donc la clé, c'est l'audience. Et je me bats chaque matin, puisque je fais une revue de presse à 9h ou presque tous les matins sur Le Monde Moderne, sur YouTube, d'expliquer, mettez des pouces, il faut jouer avec les algorithmes, partagez et abonnez-vous si vous le pouvez, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait qu'on va, donc avoir l'indépendance et pouvoir continuer de faire ce travail-là, et deux, devenir inattaquable. Parce que à partir du moment où vous atteignez une masse critique, même si quelqu'un comme Libé vous attaque, ça glisse, c'est pas grave. Les gens vous connaissent, et donc peu importe l'angle du papier, peu importe la façon dont on va vous traiter de conspirationniste, de dangereux affabulateurs, etc. Bon, c'est pas grave, c'est une campagne de calomnie, mais ça passe à côté, le boulet passe à côté parce que vous avez un navire amiral avec suffisamment de canons pour riposter. Donc c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, on en est loin. Même si la chaîne YouTube du Monde Moderne a plus de 100 000 abonnés, c'est peu comparé à 7 millions d'auditeurs de France Inter tous les matins. C'est très peu par rapport encore à qui regarde Pascal Praud sur CNews. On est encore loin du compte, mais l'idée, c'est d'y arriver, et c'est à horizon 2027, puisque c'est l'horizon qu'on nous donne pour la prochaine présidentielle, de dire que là, on sera là, et que non seulement on aura l'audience, mais qu'en plus, on pourra compter dans l'information politique, l'information citoyenne, et donc dans le jeu démocratique. Et peut-être faire monter des candidats qui n'auraient pas existé sans ça. Donc c'est extrêmement important de travailler aussi en groupe, d'essayer de coaguler ces audiences, de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de monde, parce que le mur médiatique, je crois que les gens ne sont pas conscients
de la force de ce mur et de la manipulation qu'il y a derrière. Alors, je ne parle pas de manipulation au sens strict, mais simplement l'invisibilisation de certains thèmes, la façon dont on va oublier de traiter des thèmes importants. La monnaie, par exemple, parce que c'est chiant, l'économie, etc. Et donc, c'est en allant, en prenant les gens, non pas pour des imbéciles, mais pour des citoyens qui cherchent l'information, en les informant, qu'on va avoir de l'audience et qu'on va pouvoir faire quelque chose. C'est ce que j'essaye de faire et on est de plus en plus nombreux à essayer de faire ça et avoir cette audience-là. Bah, écoutez, vous pouvez nous rappeler le nom de votre chaîne, Alexis Poulain? C'est le mondemoderne.media, ça c'est le site. Et la chaîne s'appelle Le Monde Moderne, elle est sur YouTube. Et puisqu'on parlait de censure en parallèle de la propagande, alors on était sur Twitch, figurez-vous, on a été viré de Twitch sans raison. Alors la raison c'était qu'en fait on faisait la pub de Quanon, on n'a jamais fait la pub de Quanon, ça c'est la première raison. Ensuite ils nous donnaient une deuxième raison, c'est qu'on avait mis des bots, on n'avait jamais mis de bots. Et puis là ils ont inventé une troisième raison, puisqu'en fait on a pris des avocats, hein. Et donc là, c'était oui, mais vous n'avez pas respecté les règles. Enfin bref, je vous la fais courte. Mais Twitch appartient à Amazon. Twitch France n'existe pas. Donc quand vous avez affaire à un contrat avec Twitch, c'est auprès d'avocats de la côte ouest que vous vous référez. Et là, il y a encore une fois la mainmise de la force américaine. C'est-à-dire que comme vous êtes petit et que vous avez un contrat totalement disproportionné, Twitch a censuré notre chaîne, est parti avec la caisse. On continue de nous censurer sans raison. Donc, on ne va pas lâcher l'affaire. On va voir comment on peut délocaliser, puisque là, on serait censé faire un procès en droit américain vers Palo Alto. C'est impossible pour nous, évidemment. On va voir comment on peut répondre à ça et faire comprendre que c'est pas des façons, hein, Twitch, je le dis puisqu'on est là, mais qu'on est coincé sur toutes les plateformes. En fait, on est en sursis puisqu'ils peuvent décider de vous débrancher du jour au lendemain avec des raisons fallacieuses si jamais vous dérangez. Donc, c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a un jeu, hein, du chat et de la souris, et que bien sûr c'est important, ces plateformes elles permettent d'avoir de l'audience, merci de partager le site, mais qu'en réalité tout ça c'est de la liberté surveillée et ça peut être très, très vite débranché, donc il faut créer de la continuité et être capable de répondre. Nous on a un plan de contingence au cas où on serait sur Peertube, on a des moyens de continuer d'émettre, mais là l'idée étant d'avoir une masse critique d'audience, eh ben, il faut passer par ces plateformes qui sont des plateformes américaines et qui ont la masse nécessaire pour avoir cette visibilité-là. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, quand je parlais de l'archaïsme d'Emmanuel Macron et de son projet censure et propagande, c'est que les lois de censure sont en train d'arriver. Alors toujours sous couvert de lutte contre les discours de haine, bien sûr. Hein, après la loi Avia qui avait été retoquée à l'époque par le Conseil constitutionnel, puisqu'elle donnait tout pouvoir de censure aux plateformes, eh bien on voit que la non-majorité macroniste revient, hein, bien sûr, avec ces lois-là, toujours pour protéger les enfants et la veuve et l'orphelin, mais ces lois de surveillance des réseaux sociaux, on va dire, de contrôle, d'encadrement, Thierry Breton aussi en tant que commissaire européen, sont en réalité des lois de censure pour justement, parce que les thèmes de complotisme étant assez larges pour mettre tout et n'importe quoi dedans, permettent de débrancher tout ce qui rentrera dans l'ordre de l'opposition politique, de la dissidence ou bien simplement de l'éducation politique. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe en ce moment et de voir que les États sont en train de tous avoir une philosophie à la chinoise ou quasiment sur l'accès aux plateformes, moi ça ne me rassure pas et j'en ai marre de continuer de dire que la France est une formidable démocratie, puisque tout ce qui est fait depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est de saper justement les libertés et de foutre en l'air la démocratie libérale pour mettre tout à fait autre chose à la place, tout en gardant les atouts, hein, de cette démocratie libérale, mais c'est une belle décoration, derrière tout a été grignoté par des mulots. Oui, alors... Ouais, pardon. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ce qui est contre nous, c'est ces plateformes américaines. Moi, dans mes activités professionnelles, je suis amené à faire tout un tas de choses de genre puisque je suis dans l'informatique. Ils ont une supériorité écrasante et je pense que ce qui tombera en dernier, ça sera ça. Ça sera le fait que les plateformes nous contrôlent. Ça, c'est le truc qu'on va défaire en dernier.
Moi, il y a Ouais. quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce que tu fais, c'est la partie humour, en particulier dans une vidéo récente, vous avez fait la Minute BFM, je trouvais ça génial. C'est rare que je ris devant la télé, mais là, j'ai ri. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de comment Macron a géré ces derniers jours en mode BFM, si tu sais? Bah, je l'ai fait parce que comme j'écoute BFM, parce que plein de gens n'écoutent plus vraiment BFM, mais à chaque fois j'écoute et je dis non mais c'est une caricature parce que vraiment c'est dingue. Le dernier c'était Agathe Lambray qui avait suivi Emmanuel Macron à Joux, là où il allait dans le château. Et donc, une femme en larmes lui tombe dans les bras pour lui expliquer que c'est le meilleur président qu'elle ait jamais vu et que c'est dommage que les Français comprennent pas comment il est super. Et puis, il se met en scène avec des enfants de maternelle, hein, même pas de CM1, CM2, alors que l'hélicoptère est sur le stade de foot où les enfants jouent au foot. Tout va bien, c'est génial, ça c'est BFM. Mais si vous allumez BFM aujourd'hui, vous aurez alors, quand même, c'est inacceptable de voir la façon dont les violences aujourd'hui sont tout à fait inencadrables. Enfin, qu'est-ce qui fait que les manifestations du 1er mai sont devenues des manifestations de Black Bloc? Pourquoi l'ultra-gauche veut aujourd'hui casser du flic, casser la République? Il est important de remettre aujourd'hui l'ordre républicain. Je crois qu'Emmanuel Macron l'a très bien fait comprendre et il reste encore flexible par rapport à cette violence hein, qui maintenant menace le corps social et la cohérence hein, de notre pays. Quand est-ce que les flics vont tirer dans le tas, bordel? Voilà, c'est à peu près ça, BFM. Alors, c'était plutôt LCI. Hein. À une époque, c'était les Gilets jaunes. C'était encore un prof, comment il s'appelait Lévy, non, attends, comment il s'appelait Ferry, Luc Ferry. Qui attendait que l'armée tire sur les gilets jaunes, quasiment. Donc, on a affaire à un SAV, un service après-vente non-stop de la police, de la Macronie et de l'ordre établi, sans jamais avoir, ou très rarement, la parole de l'opposition pour qu'elle soit simplement moquée ou qu'il y ait un brouhaha dès que vous dites un truc. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant des années. J'ai fait tous les mainstreams, j'étais tout seul à chaque fois parce que vous vous retrouvez avec des gens qui sont là, ah mais oui mais vous pouvez pas dire ça. Écoutez, ça sert à rien de m'inviter. Et c'est Pasolini qui parlait le mieux en fait de cette télé, qui expliquait, et là on parle des années 70, une télé qui était encore pas celle qu'on connaît, hein, qui se tenait encore un peu, il y avait encore des programmes culturels, etc. Déjà à l'époque, Pasolini expliquait qu'à la télé, on n'invite que des gens qui savent se taire ou que des gens qui savent très bien quoi dire. Ah, ça, moi, je peux témoigner. J'ai un certain nombre d'amis qui sont passés sur TF1 pour des raisons diverses. Le journal de TF1 est un publi-reportage de la première à la dernière minute, Oui, essentiellement contrôlé par le gouvernement. Pas à 100%, mais 95. C'est, complètement. et moi, j'ai trouvé incroyable aujourd'hui, il y a eu des tweets de macronistes qui demandaient à Olivier Marleix de dénoncer Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est hilarant, je veux dire. Marleix, c'est le pote de Mélenchon, tout le monde le sait. Enfin, c'est C'est hallucinant de voir incroyable. ça. Non, mais il y a Olivier Véran qui a fait ce discours à l'Assemblée expliquant qu'il y avait les bons et les mauvais manifestants. Enfin, il faut se rendre compte, et je le rabâche, hein, et j'utilise des grands mots, et ça, Macron n'aime pas les grands mots, hein, quand on lui explique que la démocratie est en faillite, etc. Le projet macroniste, quand vous entendez son discours de lundi il y a 15 jours, c'est travail, ordre et progrès. Bon, c'est pas un triptyque républicain, c'est pas un triptyque où il y a liberté, égalité, fraternité. Travail, ordre et progrès. Je suis désolé, ça pourrait être du pétinisme, c'est du fascisme, parce que derrière il y a le SNU, il y a l'embrigadement de la jeunesse, il y a tout un projet de censure, et ça je le mets en avant, et puis il y a la violence, et la violence d'État comme moyen de gouverner. Et ça depuis son élection. Et même avant, puisque la loi travail, c'est déjà en fait du pré-Macron, hein, c'est la loi Macron déjà à l'époque, et c'est déjà les premiers affrontements, déjà l'utilisation massive des CRS et de la force publique pour réprimer des manifestations. Donc, croire qu'Emmanuel Macron est un président comme un autre, c'est une erreur tragique que font les syndicats et les oppositions, puisqu'ils n'ont à foutre en fait du cadre démocratique. Preuve le nombre de mutilés que sont les gilets jaunes et qui sont passés sous silence, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas parler de violences policières, c'était des violences policières sur ordre. Aujourd'hui, c'est la même chose, on reprend à peu près les mêmes réflexes. Alors cette fois-ci, visiblement, les tirs de LBD ne visent plus la tête, mais les parties intimes, donc c'est la nouvelle façon de faire, mais il y a une violence qui est la même, qui est même décuplée, mais il y a plus de Français qui s'en rendent compte, puisque dans la rue, c'est plus que des gilets jaunes, c'est à peu près tout le monde. Et là, des Français qui n'avaient pas fait les manifestations des gilets jaunes découvrent
ce qu'est le pouvoir macroniste, c'est-à-dire le pouvoir de la violence. Et ça, c'est un moment fasciste. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les termes. C'est vous avez simplement, dans l'idéologie fasciste, remplacé le nationalisme par l'européisme, qui est devenu le but ultime. Vous n'avez pas le droit de critiquer la construction européenne ou ce qui se passe, et tout le reste, c'est à peu près la même chose. Un chef, un populisme, etc. Donc voilà, c'est ce moment-là que nous vivons, et je trouve qu'on n'est pas assez nombreux à le dénoncer, et je trouve que les intellectuels sont ou des gros peureux, ou des lâches, ou vraiment mettre du temps à comprendre. Et donc, je me demande s'ils sont intellectuels. Alexis, je voudrais vous poser une question. Nous débattons avec plusieurs collectifs au sein de l'Alliance du Peuple, à vouloir effectivement essayer de faire changer les Français, leur proposer de nouvelles solutions. Et on se rend compte quand même que dans la majorité, que ce soit la classe ouvrière ou autre, dans toutes les classes, que ce soit les retraités, les étudiants, les entreprises surtout aussi, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont désintéressés totalement de ce qui se passe. Comment pouvons-nous, nous qui avons, on va dire, une expérience depuis plus de 4 ans maintenant de combat contre ce système, comment pourrions-nous arriver à faire comprendre à ces Français qui, en fait, sont totalement désintéressés de tout ce qui touche à la nation, parce qu'ils ont la tête dans le guidon? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, on a parlé des médias, on a vu que les médias, on n'avait pas de possibilité. Est-ce que vous voyez une perspective à terme qui nous permettra effectivement de faire comprendre aux Français que ce qui se passe en ce moment, c'est pas bon pour leurs enfants, en tout cas pour l'avenir de leurs enfants? Qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire? Vous savez, il y a eu le moment terrible de la crise sanitaire qui a permis de voir en fait le degré de panurgisme de la société. Vous avez là la mise en place d'une politique du bouc émissaire d'inspiration totalement fasciste, où vous avez les non-vaccinés qui sont traités comme la lie de l'humanité, comme les gens à battre, comme ceux qui n'ont pas le droit au même droit que les autres, des sous-citoyens. Rien que ça, moi, ça m'a ouvert les yeux, mais au-delà, ça m'a révolté, sauf que j'ai vu la majorité, finalement, des Français accepter, aller gentiment à l'injection en disant, ben oui, mais c'est comme ça, et puis voilà, puis eux, ils sont dangereux, puis c'est des complotistes, et puis machin. Et ça reste encore un peu. Alors, ça commence à changer parce que les gens se rendent compte de ce qui s'est passé, mais ça met du temps. Donc, quand vous êtes seul, c'est le principe de la résistance, vous n'êtes pas nombreux. Au début, vous êtes quasiment personne. On vous traite de terroristes. Vous êtes d'ailleurs les ennemis de l'intérieur. Il faut vous abattre. Mais pourquoi vous résistez? Parce que vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Aujourd'hui, la plupart des Français ne se rendent pas compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'ils ne s'informent pas. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, le JT de 20h, c'est la base de l'information d'une majorité de nos concitoyens. Or, c'est pas de la formation, effectivement, c'est travail, famille, patrie. C'est à peu près les 3 thèmes qui sont abordés à chaque fois dans le JT, et c'est de la propagande pour le pouvoir en place, de l'invisibilisation de vrais thèmes et un peu d'économie pour expliquer qu'il faut consommer parce qu'il faudrait pas. Oh, regardez, c'est génial, il y a une nouvelle, un machin, un truc, voilà. Mais c'est pas de l'info. Enfin, c'est un filet d'information. Donc, les gens qui s'informent sont peu nombreux. Et puis, s'informer, ça demande du temps. Ça demande des efforts, ça demande aussi des compétences. Il faut savoir où s'informer, où est-ce qu'on va trouver de l'information. Et donc, peu de gens sont en capacité de le faire parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Même s'ils voulaient le faire, c'est compliqué. Donc, on se retrouve dans une équation où, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous avez une majorité de concitoyens qui ne voient pas où est le problème. Pour eux, oui, ce sont des terroristes d'extrême gauche qui manifestent, et donc c'est normal qu'ils se fassent mutiler par les forces de l'ordre parce que c'est pas ça la République. Hein, franchement, c'est pas ça. Ils ne voient pas en fait l'utilisation de la répression et de la violence pour imposer finalement une politique néolibérale rejetée par le corps social. Il y a aussi la dépolitisation, et ça c'est le temps long. Hein, la société du spectacle qui n'a fait que grandir depuis les 30 Glorieuses, où vous avez affaire à des grands enfants avec une mémoire de poisson rouge qui ne vont pas chercher non plus à construire ni un corpus idéologique, ni une vision politique du monde, parce que j'ai autre chose à faire. Et puis vous avez aussi beaucoup de Français qui sont simplement pris dans le réel, qui n'ont pas le choix.
pour eux, il faut travailler et avec des salaires de misère pour pouvoir payer des dettes, payer un toit, payer de la nourriture, et ça ne suffit pas. Et quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'avez pas la force de la lutte. C'est pas parce que vous avez fait une journée de 8 heures, vous êtes cassé, vous n'allez pas en plus vous mettre dans un syndicat ou bien commencer à vous informer le soir. Non, vous allez allumer la télé et puis regarder le truc qui vous débranche le cerveau le plus rapidement possible. Donc, il y a un système qui broie les consciences. D'ailleurs, le fait de vouloir reculer l'âge de la retraite permet aussi de montrer que le temps productif, c'est du temps qui est enlevé aussi au temps personnel de la réflexion et donc de la conscience. Et donc, moins on a de temps conscient, moins on est humain, moins on est citoyen, plus on est de la ressource humaine, de la matière. Il faut absolument lutter contre ce monde-là. Hein. Le travail, s'il émancipe, je ne sais pas comment aujourd'hui peut pas émanciper avec un salaire qui est moins que le SMIC, avec des journées de travail terribles, avec des temps de transport incroyables et derrière le risque d'être viré du jour au lendemain sans pouvoir retrouver un travail. Aurore Berger ce matin sur une radio, je ne sais plus laquelle, expliquait que ah oui mais heureusement maintenant parce que le chômage de masse c'est derrière nous. Bon, il reste 5 millions de chômeurs en France, mais c'est pas grave. Les chiffres n'ont plus aucune accroche, plus aucune réalité. On a affaire à des idéologues au pouvoir qui sont dangereux parce que, quand je parle de Gonzo, c'est des gens qui n'ont pas conscience des réalités. Macron n'a jamais travaillé de sa vie. Étudiant, il avait 1 000 € d'argent de poche. D'argent de poche. Voilà. Et pour lui, c'était difficile de vivre à Paris. On a affaire à des gens qui n'ont aucune conscience sociale. Et c'est ça le problème. Quand je vous dis qu'il faut se séparer complètement dans la sphère politique des consultants de McKinsey, des Young Leaders et de ces bourgeois qui n'ont aucune idée de ce qu'est la lutte, de ce qu'est la vie en fait, hein, le fait de travailler, bah, c'est ça le problème, la représentativité. Donc évidemment, ça fait beaucoup de données qui sont difficiles à aligner pour avoir un peuple politique conscient et actif. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a du spectacle, on a des casserolades, on a des danses, on a des manifs, on a des black blocs. Mais pour ce qui est du peuple politique, dès que vous parlez d'alliance populaire, ah non, on peut pas faire alliance avec ces gens-là parce que tu comprends, c'est pas le machin. Dès que vous parlez de syndicalisme politique, oh là là, non, nous, vous savez, on est un syndicat progressif, hein, on est là pour regarder si la niche est assez grande. Et c'est flingué. Il n'y a pas de conscience politique. Or, on vit un moment historique. Soit on entre dans le 21e siècle du technocontrôle et de la société du crédit social, soit on garde une certaine qualité de vie et on met l'humain au centre du projet pour le 21e siècle. Aujourd'hui, ce qui est mis au centre du projet, c'est l'argent et c'est le transhumanisme. C'est deux horreurs en réalité, parce que l'argent, c'est pas de l'argent pour de l'échange, hein, c'est de l'argent fictif, c'est de l'argent financier, donc c'est de l'argent dette. Et le projet transhumanisme, c'est un projet de négation finalement de l'humanisme, puisque derrière, l'humain ne sera plus qu'une chose, une matière, un objet, un outil, mais certainement pas un être et pas un être humain. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu du siècle. Mais quand vous dites ça, les gens prennent peur, tout de suite, oh là là, c'est des grands mots, on ne peut pas dire des choses pareilles. Or, philosophiquement, politiquement, c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'Emmanuel Macron porte dans son projet, c'est-à-dire ce transhumanisme-là, c'est-à-dire la transformation d'un être humain en une machine de productivité, en une machine à tout faire, avec derrière en plus une société de privation des libertés. Oui, alors. Excuse-moi, Bernard. Et il se pourrait même qu'on se retrouve dans la situation où se sont retrouvés les Russes pendant tout le XXe siècle, c'est-à-dire que nous autres, France, Allemagne et quelques autres, on se retrouve dans cette dictature-là, pendant que le reste du monde continuerait de se développer normalement et de faire autre chose d'intelligent. Oui, c'est terrible parce que moi j'ai plein de témoignages de gens qui envisagent de quitter la France ou quitter l'Europe ou qui l'ont déjà fait, depuis le pass sanitaire notamment. Et donc ce mouvement s'amplifie parce que quand on voit leur projet, on n'en veut pas. Et donc la seule solution finalement, plutôt que de lutter, sachant que la lutte va être difficile, hein, on part avec de lourds handicaps, eh ben, c'est la fuite. Et la fuite vers des pays où les libertés ont encore un sens. Moi, je pense que ce qui fait rabattre toutes les cartes politiques, c'est le principe de liberté. Hein. À un moment, peu importe si vous êtes de gauche ou de droite, vous avez quand même une certaine conscience. Et quand même, qu'est-ce qui définit l'humain? C'est cette liberté. Or, depuis des années, tous les projets politiques qui sont posés sur la table sont des projets liberticides.
toujours pour la sécurité. Attention, hein, c'est du Vigipirate, c'est du machin, c'est toujours pour vous protéger. Mais plus on vous protège, plus on vous empêche. Et plus on vous empêche, moins vous êtes humain. Or, la liberté, pour moi, c'est fondamental. Et quand je disais la défense voilà, de l'humanisme et de l'humain, c'est vraiment, je pense, l'enjeu du siècle. Et on n'est qu'en 2023. Le siècle commence à peine. Il y aura sans doute une grande guerre hein, pour entrer dans le siècle comme on a fait auparavant, vu qu'on ne bouge pas, hein, et que visiblement il y a certains pays qui ont envie de la guerre. Donc ça risque de dégénérer à tout moment. Beaucoup en sont conscients. Aujourd'hui, on agite le spectre, bien sûr, du changement climatique en faisant croire aux braves gens qui peuvent y faire quelque chose, hein, en consommant moins de brosse à dents, moins d'eau, en mangeant moins, en respirant moins, peut-être en n'ayant plus de voiture. Mais les braves gens ne se rendent pas compte que même s'ils faisaient tous les efforts du monde, ça ne changerait pas grand-chose. Hein. Les dés sont jetés. En réalité, alors c'est pas climato-sceptique que de dire ça, c'est dire qu'il est trop tard pour l'action et que l'action individuelle, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante, loin de là, et que c'est un contrôle supplémentaire qu'on impose sur les gens. Donc ça, c'est important aussi de comprendre, parce que derrière, c'est aussi des marchés, hein, bien sûr. Le carbone, c'est un marché. Hein. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont un think tank et qui sont en train d'expliquer comment mettre en place le pass carbone, hein, pour que chaque citoyen ait un droit à un quota de carbone par an, donc un voyage par avion tous les 5 ans, un brossage de dents tous les 5 jours, 8 criquets par jour maximum. Ce projet-là, mais j'en veux pas, je veux le foutre à la poubelle, qu'on soit clair. Et je pense qu'on est nombreux à vouloir le foutre à la poubelle. Or, aujourd'hui, la prise de conscience est loin. Et quand vous dites des choses comme ça, en plus, vous êtes taxé de négationnisme climatique, de machin, de trucs, de choses hideuses, que je ne suis pas. Le climat se réchauffe et l'action humaine y est pour quelque chose. Mais attention, vous n'avez pas le droit de critiquer la façon dont on va combattre ça, parce que ce serait déjà rentrer dans des considérations qui sont interdites. Et quand je vois la limite, en fait, à la liberté de parole, free speech, la liberté de parole en France, mais c'est dingue parce qu'on l'a en réalité. Mais les gens ont intériorisé le fait que non, on l'avait pas vraiment. Et j'en veux pour preuve la sanction de René Chiche, prof de philo, qui a été sanctionné par ses pairs et par l'académie parce qu'il avait bien sûr ouvert sa gueule sur des plateaux télé. Donc, vous pouvez pas en fait, même la France, je suis désolé, c'est plus une démocratie libérale. Ça l'a peut-être été à de rares moments historiques, mais nos libertés sont en danger. Elles sont reniées systématiquement par tous les projets qui sont sur la table actuellement. Et je crois qu'il est temps de prendre en compte cette lutte-là pour les libertés et de faire suffisamment masse pour avoir un mouvement populaire qui devienne un mouvement politique par le localisme, mais aussi national, parce qu'on n'a pas le choix, pour renverser la donne et qu'on arrête ce jeu de dupes, en réalité, qui nous emmène vers l'abîme. Est-ce que, comme le disait De Gaulle, est-ce qu'on peut se passer véritablement des partis politiques? Et comme nous, d'ailleurs, nous le proposons aujourd'hui au sein de l'Alliance du Peuple, est-ce qu'il n'y a pas effectivement cette idée à reprendre, de redonner le pouvoir aux régions, de redonner le pouvoir aux communes, de redonner le pouvoir au peuple par l'institution de mettre des assemblées citoyennes dans toutes les communes, au sein des conseils municipaux, pour que, effectivement, un problème à traiter à Marseille ne sera probablement pas le même à traiter à Lille et vice-versa. Donc, est-ce que c'est pas ça la solution et comment pouvons-nous arriver à motiver cette France et ces Français vers une solution comme celle-là? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Juste histoire de sourire, je pensais à la mise aux normes handicapées des casernes de pompiers, à côté du truc où tu descends pour tomber dans le machin. Il faut que le couloir soit assez large au cas où le pompier soit en fauteuil roulant. Bon, c'est délirant. Enfin, les lois délirantes, elles sont nombreuses, mais il y a deux choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne peut pas se faire sous la chape constitutionnelle de la 5e, hein, et c'est extrêmement difficile dans un pays centralisateur comme la France. Parce qu'on est culturellement aussi bloqué par le fait que tout passe par Paris. Enfin, quand vous avez des débats, par exemple, sur la corrida, on aime ou on n'aime pas, mais ça concerne d'abord des régions, ça concerne d'abord des gens qui ont une vision du monde qui n'est pas compatible forcément avec des Parisiens qui ne vont jamais aller voir des corridas de toute façon. Donc, cette vision
de la politique centralisatrice déjà bloque beaucoup d'initiatives locales qui pourraient faire florès. Et puis, la chape de plomb de la 5e empêche l'émergence aussi de courants citoyens, puisque pour exister, il faut passer par les médias, exister, puis ensuite être connu, c'est de la pub, et puis ensuite avoir suffisamment de membres. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques. Par exemple, Olivier Dussopt a un parti politique, Territoire et Progrès, je crois, ou un truc comme ça, où ils sont 3000. Rien, ça n'existe pas en réalité, mais c'est un parti politique. Et comme ils ont des élus, ça permet d'exister. Donc oui, le jeu des partis, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Il faudrait pour ça des partis fondamentaux, structurants. Il y en a peu. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a ce délitement démocratique? C'est qu'on a un parti unique depuis plusieurs années, mais qui s'est incarné totalement en la personne d'Emmanuel Macron avec son truc qui s'appelle En Marche et puis Renaissance. C'est le parti unique. Et c'est un parti unique à la chinoise. C'est-à-dire que là, on a le projet d'un PCC centralisateur qui censure le reste de l'opposition politique et qui transforme les institutions pour en faire finalement un pays à la botte d'un seul et d'une idéologie. C'est le premier parti aussi idéologique de l'histoire de la 5e, puisque les anciens partis, et même le PS de François Mitterrand, ont très vite compris que il y a le programme, puis après comment on se démerde, et puis après on gère le pays. Macron, c'est de l'idéologie pure. Oui. Ouais, moi, je peux témoigner. Moi, j'ai été visiteur du soir pour quelqu'un d'assez connu dont je ne vais pas donner le nom. Et ce quelqu'un recevait des gens qui faisaient venir, qui étaient des amis ou d'anciens amis. Et c'est quelqu'un qui était chez LR à une époque. Et donc, un jour, elle reçoit quelqu'un qui allait au meeting d'Édouard Philippe et qui allait rejoindre son parti. Et à un moment, dans le courant de la discussion, il lui dit, mais vous n'avez pas d'idée, vous allez faire quoi une fois au pouvoir? Et la personne en question, elle répond, écoutez, nous, on n'a pas d'idée, mais on a le pouvoir. Voilà, c'est dit. Ça. Et c'est ce jeu-là, en fait, qu'il faut changer aujourd'hui. En tout cas, Alexis Poulain, je suis vraiment ravi de vous avoir accueilli sur notre chaîne TVADP ce soir dans la parole au peuple. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. Je rappelle donc votre page YouTube, je vous laisse nous redonner. Le Monde Moderne. Le monde moderne.media pour le site et Le Monde Moderne sur YouTube. Et je m'appelle Alexis Poulain. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, globalement. Et c'est là qu'on informe et qu'on divertit aussi. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Alexis Poulain pour votre passage sur notre chaîne ce soir. Je vous dis merci à vous. Et au plaisir très très vite de vous revoir sur notre chaîne. Merci. Merci. Hey, boy, sempre